L'amiral Birkby rentre à l'école navale en 1908 et y est diplômé. En 1912, il s'engage dans la marine US où il est affecté en service à bord du USS Kentucky, puis sur l'USS Wyoming. Le sauvetage d'un marin à Santo Domingo lui vaut la médaille de sauvegarde de la vie du Congrès. Il se marie en 1915 et est affecté au yacht présidentiel Mayflower. Journal de bord de l'amiral Birkby 11 mars 1947. Je viens d'avoir un entretien à l'état-major du Pentagone. J'ai entièrement rapporté ma découverte ainsi que le message du maître. Tout fut soigneusement enregistré. Le président fut mis au courant. Des heures durant, 6h39, très exactement, je fus soumis à la question. Les Top Security Force, assistés d'une équipe médicale, menèrent un interrogatoire très poussé. Quel calvaire! Les forces de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique me placèrent sous contrôle rigoureux. Il me fut rappelé qu'en tant que militaire, j'avais l'obligation d'obéir aux ordres dernière annotation. 30 décembre 1956. Toutes les années qui se sont écoulées depuis 1947 n'ont pas été bonnes, d'où ma dernière annotation dans ce journal personnel. Je termine en affirmant que, durant toutes ces années, j'ai scrupuleusement maintenu ce sujet sous le sceau du secret, comme il me le fut ordonné. J'ai dû le faire à l'encontre de tous mes principes d'intégrité morale. À présent, je sens la grande nuit s'approcher, ce secret ne mourra pas avec moi. Voici son contenu, je dois tenir ce journal en cachette, et dans le secret le plus absolu. Il concerne mon volant article du 19 février 1947. Un temps viendra où la rationalité des hommes devra se dissoudre dans le néant, et où l'inéluctabilité de la vérité devra alors être acceptée. Je n'ai pas la liberté de diffuser la documentation qui suit, peut-être, ne verra-t-elle jamais la lumière, cependant, je dois faire mon devoir, la rapporter, ici, avec l'espérance qu'un jour tous puissent la lire, dans un monde où l'égoïsme et l'avidité de certains hommes ne pourront plus mettre la lumière sous le boisseau. Voilà ce qui est arrivé et ce que j'ai vécu. Je commencerai ainsi. Sur les étendues de glace et de neige en dessous de nous, on remarque des colorations jaunâtres au dessin linéaire. Aussi bien la boussole magnétique que le gyrocompas commence à tourner, puis à osciller. Il n'est pas possible de maintenir notre route à l'aide des instruments. Nous relevons la direction avec le compas solaire, tout semble être en ordre. Les contrôles semblent lents à répondre et à fonctionner, cependant, nous ne relevons pas d'indication de congélation. 29 minutes de vol se sont écoulées depuis le premier repérage de montagne. Non, il ne s'agit pas d'une hallucination, une petite chaîne de montagnes se dresse là. Jamais, auparavant, nous ne l'avions remarqué. Outre les montagnes, une vallée semble être façonnée par un petit fleuve ou ruisseau, qui coule vers la partie centrale. Aucune vallée verte ne devrait se trouver ici, en dessous de nous. Décidément, il y a quelque chose d'étrange et d'anormal ici. Nous ne devrions survoler que neige et glace. Sur la gauche, les pentes des montagnes se parent de grandes forêts. Nos instruments de navigation oscillent, comme fou. Je limite l'altitude à 1400 pieds, puis j'exécute un virage en rase-motte, à 180 degrés sur la droite, afin de mieux examiner la vallée située au-dessous. Mousse et herbe très fine lui confèrent une coloration verte. Ici, la lumière semble différente. Je ne parviens plus à voir le soleil. Je vire à nouveau, cette fois sur la gauche, afin de faire un second tour. Nous apercevons un animal énorme, qui ressemble à un éléphant. Non. C'est un mammouth. Cela est incroyable. Pourtant, il en est bien ainsi. Nous descendons à 1000 pieds d'altitude, j'utilise les jumelles pour mieux observer l'animal. Je le confirme, il s'agit bien d'un animal semblable à un mammouth. Nous rencontrons d'autres collines verdoyantes. L'indicateur de température extérieure marque 24 degrés centigrades. Nous maintenons le cap. À présent, les instruments de bord semblent réagir normalement. Je demeure perplexe quant à leur réaction. Je tente de contacter la base. La radio ne fonctionne pas, le paysage alentour paraît nivelé et normal. Devant nous, nous repérons une ville. Cela est impossible. L'avion semble léger et très flottant. Les contrôles refusent de répondre. Mon Dieu! À notre droite et à notre gauche, des appareils d'un type étrange nous escortent. Ils s'approchent, quelque chose rayonne de ces appareils. Désormais, ils sont suffisamment proches pour nous permettre de voir leurs armoiries. Il s'agit d'un symbole étrange. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Une fois encore, je tire les manettes avec décision. Les commandes ne répondent pas. Nous sommes solidement maintenus par une sorte d'étau d'acier invisible. Notre radio grésille, une voix nous parvient, qui s'exprime en anglais avec un accent plutôt nordique ou allemand. Le message est le suivant: bienvenue sur notre territoire, amiral. Nous vous ferons atterrir exactement d'ici à 7 minutes. Relaxez-vous, amiral, vous êtes en bonne main. Je réalise que les moteurs de notre avion sont éteints. L'appareil est sous un contrôle étrange. Maintenant, il vient de lui-même. Nous recevons un autre message radio.
Nous sommes sur le point d'amorcer la procédure d'atterrissage. Rapidement, l'avion vibre légèrement, il commence à descendre, comme soutenu par un ascenseur énorme et invisible à pied. Quelques hommes s'approchent de l'appareil, ils sont grands, leurs cheveux sont blonds. Au loin, une grande ville scintille, elle vibre des couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce qui va se passer désormais. Toutefois, je ne remarque aucune trace d'armes sur ceux qui s'approchent de nous. J'entends une voix qui, m'appelant par mon nom, ce qui m'étonne, m'ordonne d'ouvrir la porte. J'exécute. Après ces notes, extraites du journal de bord, l'amiral annote ce qui s'est passé ensuite. À partir de là, je décris les événements en faisant appel à ma mémoire. Les faits frôlent l'imaginaire, leur description pourrait être tenue comme relevant de la folie s'ils ne s'étaient pas réellement produits. Une fois extrait de l'appareil, mon mécanicien et moi, nous fûmes accueillis de façon cordiale. Puis, nous fûmes embarqués à bord d'un petit appareil de transport semblable à une plateforme, mais sans roues. Il nous conduisit à grande vitesse vers la ville scintillante. En peu de temps, nous parvînmes à un grand édifice, d'un genre encore jamais vu. Une boisson chaude à la saveur inconnue nous fut offerte. Elle était délicieuse. Environ 10 minutes après, 2 de nos hôtes étonnants entrèrent dans notre cabine et m'invitèrent à les suivre. Je n'avais pas d'autre choix que celui d'obéir. Je laissai mon mécanicien en radio. Nous marchâmes jusqu'à ce qui me paraissait être un ascenseur. Nous descendîmes durant quelques instants, puis l'ascenseur s'arrêta, la porte glissa silencieusement vers le haut. Nous allâmes au long d'un couloir éclairé par une lumière rose qui semblait émaner des murs. L'un des êtres nous fit signe de nous arrêter devant une grande porte, surmontée d'un écriteau que je n'étais pas en mesure de lire. La grande porte disparut sans bruit. Je fus convié à m'avancer. L'un des hôtes dit « N'ayez pas peur, amiral, depuis le début de notre premier contact radio avec eux, ils connaissaient mon grade, cela ne me rassurait pas, vous allez avoir un entretien avec le maître. » J'entrai. Mes yeux s'adaptèrent lentement à la coloration merveilleuse, qui semblait envahir complètement la pièce. Alors, je commençai à entrevoir ce qui m'entourait. Ce qui s'offrit à mes yeux était la vision la plus extraordinaire de toute ma vie. Elle était trop magnifique pour être décrite. Elle était merveilleuse. Je ne pense pas qu'il existe des termes humains à même de la décrire avec justesse dans tous ses détails. Mes pensées furent doucement interrompues par une voix chaude et mélodieuse. « Bienvenue sur notre territoire, amiral. » Je vis un homme très délicat, qui portait les signes de l'âge sur son visage. Il était assis à une grande table. Il m'invita à m'asseoir sur une chaise. Dès que je fus assis, il unit les bouts de ses doigts, puis il sourit. Il s'exprima à nouveau avec douceur, « Nous vous avons laissé entrer ici, parce que vous êtes d'un caractère noble, et aussi parce que vous êtes bien connu dans le monde de surface, amiral. » Monde de surface. Je restai sans souffle. Je ne retarderai pas longtemps votre mission, en toute sécurité, vous serez escorté lors de votre retour à la surface, et même un peu plus loin. À présent, amiral, je vous ferai connaître la raison de votre convocation ici. Notre intérêt débuta tout de suite après l'explosion des premières bombes atomiques lancées par votre race, sur Hiroshima et Nagasaki, au Japon. En ce moment inquiétant, nous avons envoyé nos appareils de transport, les Fugellra, sur votre monde de surface pour enquêter sur ce que votre race avait fait. D'évidence, il s'agit là d'une histoire ancienne, amiral, cependant, permettez-moi de poursuivre. Voyez-vous, jamais, nous sommes intervenus avant l'heure dans les guerres, et les barbaries de votre race. Malgré nos observations, nous avons remarqué l'ascension obscure, une famille consanguine et un groupe d'humains malfaisants, qui a initialisé un plan de conquête au début de votre siècle. Pourtant, à présent, nous nous trouvons contraints à le faire, étant donné que vous avez appris à manipuler un type d'énergie, atomique, qui n'est pas du tout fait pour l'homme, car ce groupe semble être vos dirigeants. Nos émissaires ont déjà remis des messages aux puissances de votre monde. Elles ne s'en sont pas préoccupées. Vous avez été choisi pour être témoin, ici, que notre monde existe. Voyez-vous, notre culture et notre science ont des milliers d'années d'avance sur les vôtres, amiral. Je l'interrompis, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi, Seigneur? Les yeux du maître semblèrent pénétrer profondément mon esprit. Après m'avoir étudié un peu, il répondit, votre race a atteint le point de non-retour, parce que certains, parmi vous, détruiraient votre monde tout entier, plutôt que de renoncer au pouvoir tel qu'ils le connaissent. Ce sont un petit groupe d'humains avides de pouvoir, qui mènent votre monde vers une fin horrible et, aussi longtemps qu'ils seront au pouvoir, rien ne pourra changer votre tragique destin. J'acquiesçai. Le maître poursuivit, depuis 1945, nous avons tenté d'entrer en contact avec votre race, nos efforts ont toujours été accueillis avec hostilité, on a tiré sur nos appareils. Oui, ils furent même poursuivis avec agressivité et animosité par vos avions de combat. Aussi, vous dirai-je, qu'une grande tempête se profile à l'horizon de votre monde, une furie noire qui ne s'épuisera pas des années durant. Vos armes ne serviront aucunement à votre défense, votre science ne vous garantira aucune sécurité.
Cette tempête sévira aussi longtemps que toute fleur de votre culture n'aura pas été piétinée, toute création humaine dispersée dans le chaos. Pour votre race, la récente guerre n'a été que le prélude à ce qui doit encore survenir. Car ce groupe d'humains a un contrôle immense sur l'ensemble de vos semblables. Ici, nous pouvons nous en rendre compte plus clairement à chaque heure, qui passe. Ce petit groupe se sont donné un objectif de réduire votre population sans rien comprendre de l'importance de la vie et de ce qu'elle est vraiment. Pensez-vous que je me trompe ? Les années obscures qui viennent pour votre race, recouvriront la Terre comme une couverture. Toutefois, je crois que certains survivront à la tempête, je ne sais rien d'autre. Nous voyons, dans un futur lointain, des ruines de votre race, émerger un monde nouveau, à la recherche de ces trésors légendaires perdus. Ils seront en sûreté, mon fils, ici, en notre possession. Lorsque le moment viendra, nous avancerons à nouveau pour aider votre culture et votre race à vivre. Alors, peut-être aurez-vous appris la futilité de la guerre et de ses luttes. Dès lors, une partie de votre culture et de votre science vous sera restituée, afin que votre race puisse recommencer son évolution. Vous, mon fils, vous devez retourner dans le monde de surface, porteur de ce message. Ces dernières paroles semblaient devoir conclure notre entretien. Un instant, j'eus l'impression de vivre un rêve. Pourtant, je le savais, il s'agissait bien de la réalité. Pour quelque étrange raison, je m'inclinai légèrement, je ne sais si ce fut par respect ou par humilité. Tout à coup, je réalisai que les deux hôtes étonnants, qui m'avaient conduit ici, se trouvaient de nouveau à mes côtés. Par ici, amiral, m'indiqua l'un d'eux. Avant de sortir, je me retournai encore une fois, je regardai le maître. Un doux sourire se dessinait sur son délicat visage de vieillard. Adieu, me dit-il en esquissant un geste très doux de sa main frêle, un geste de paix. Ainsi, prit fin notre rencontre. Nous sortîmes doucement par la grande porte de la pièce où se tenait le maître, puis nous entrâmes de nouveau dans l'ascenseur. La porte s'abaissa silencieusement, aussitôt, l'ascenseur s'éleva. L'un de mes autres prit la parole. Maintenant, nous devons nous dépêcher, amiral. En effet, le maître ne veut pas retarder davantage votre programme, vous devez retourner parmi votre race avec son message. Je ne répondis pas. Tout cela était inconcevable. L'arrêt de l'ascenseur interrompit mes pensées. J'entrai dans la salle où se tenait toujours mon mécanicien radio. L'anxiété marquait son visage. Je m'avançai vers lui en disant « Tout va bien ». « Oh oui, tout va bien ». Les deux êtres nous firent un signe montrant l'appareil en attente. Nous sortîmes pour regagner rapidement notre avion. Les moteurs tournaient au ralenti, nous embarquâmes immédiatement. Un certain état d'urgence planait dans l'atmosphère. Dès que la porte se fut refermée, une force invisible transporta l'avion vers le haut, jusqu'à une altitude de 2700 pieds. Deux de leurs appareils nous escortaient à bonne distance. Nous firent planer sur le chemin du retour. Je dois souligner que le compteur de vitesse n'indiquait rien, bien que nous nous déplacions à grande vitesse. Nous reçûmes un message radio. À présent, nous allons vous quitter, amiral, vos contrôles sont libres. Un instant, nous suivîmes du regard les appareils de mes mystérieux nouveaux amis, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans un ciel bleu glacier. L'avion semblait capturé par un courant ascensionnel. Immédiatement, nous en reprîmes le contrôle, nous gardâmes le silence durant un certain temps, chacun de nous était immergé dans ses propres pensées de nouveau, nous survolâmes des étendues de glace et de neige, à environ 27 minutes de notre base. Nous envoyâmes un message radio. On nous répondit. Nous rapportâmes des conditions normales. Le camp de base exprima un grand soulagement, lorsque le contact fut établi de nouveau. Le sourire de revoir le camp de base nous fit grand bien, après avoir vu ce monde inconcevable. Les affirmations traduites du journal secret de l'amiral bien vous étonnent ? Mais il faut tenir compte de ceci encore de nos jours, bien après la mort de ce brave homme de 1600 km de circonférence, où rien n'est rapporté sur une carte, caché du regard de l'humanité depuis longtemps. En 1947, l'amiral Beer fit surgir la vérité, mais cette vérité fut vite occultée par le gouvernement des États-Unis de l'époque. La preuve est facile à établir sur le Black Cloud de cette région, il suffit de faire une recherche géographique sur l'endroit, et le chercheur fait vite la découverte que malgré que nous soyons en 2011, aucune photo officielle de ces 2600 km de circonférence, 2600 km de terre ou d'eau ou de glace inhabitée cachée. La question pourquoi ? D'un pôle à l'autre la même histoire de secret et de culture se répète. Si vraiment, il n'y a rien dans ces immenses territoires, pourquoi encore de nos jours, ces 5200 km de notre Terre, sont cachés au regard de toute l'humanité? Ceci est une interrogation juste, qui prouve que nos gouvernements cachent la plus grande découverte du siècle passé, une découverte, qui pourrait éventuellement lever le voile sur l'origine de notre Terre et de notre identité. Il serait temps que l'humanité s'intéresse à ces zones occultées de notre planète qui, comme la célèbre zone 51, sont bien réelles. 9 000 milliards de dollars américains ont disparu du trésor américain pour entretenir un projet secret aussi immense.